Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au plateau de votre émission Grand Jury, un nouveau jour qui s'est levé malgré toutes les difficultés. Nous sommes encore là sur nos pieds et nous sommes en studio pour apporter notre contribution à la construction de notre cher pays, le Togo. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous, où que vous soyez. Bonjour à tous les Togolais qui nous suivent depuis la diaspora sur le www.ebenradio.com, le www.togovision.com, sans oublier ceux qui nous suivent au pays à Palimé via les ondes de radio VGK à Palimé sur les ondes de Radio Lumière. Bienvenue donc sur les écrans de la télévision Espoir 47 et sur la 102.7 FM à Lomé. Bonjour donc à vous toutes et à vous tous. Autour de ce plateau avec moi deux invités et avec eux nous allons aborder le sujet de la pénurie de carburant. Nous venons de l'apprendre, suivi donc d'augmentation de prix, nous allons dire. Nous allons également parler de la corruption avec les dispositions juridiques que le Togo prend pour lutter contre le fléau. Mais avant, permettez qu'on scrute la une des journaux parus dans les kiosques ce matin, commençant par le libéral de notre cher ami Fabrice Pétiesi, que nous saluons au passage, qui écrit « L'OTR lance un nouveau site web, le www.otr.tg ». Et puis le gouvernement Classou pour un taux de couverture énergétique plus élevé d'ici 2018. S'adresser aux réalités sécuritaires de l'heure, des retouches à la police, écrit le libéral. Et puis à la grande une, on lit pénurie d'essence dans les stations-service, les consommateurs dans la psychose d'une éventuelle augmentation des prix sur les produits pétroliers. Et puis des incertitudes autour du championnat de football, le dynamique togolais enfonce le clou. Le général Félix Kadanga écrit à Antoine Folie. Dernier article, passation des services des marchés plutôt publics au Togo, suspense autour de la publication du rapport 2012. Et pour finir, en éditorial, le libéral écrit tout contre tous, plutôt contre la corruption. L'autre journal également dans les kiosques, l'Union pour la Patrie, qui écrit: pour la prise de décision et de suivi des programmes du secteur, la justice togolaise va se doter de données statistiques actualisées et indispensables. Et puis, information capitale à l'occasion du constat de l'évolution des travaux par Selom comme Classou, l'hôtel 2 février abrite ses premiers locataires dès le 15 septembre. Coutume, début des luttes traditionnelles et voilà. Infrastructure de folles rumeurs urbaines à propos du palais des gouverneurs. Et puis comptes nationaux, analyse des secteurs institutionnels en 2010, une baisse de la capacité de financement des sociétés financières. Rapport du ministère de l'économie et des finances, le commissariat des douanes évoque les 6 raisons d'une contre-performance au premier trimestre 2015. Et puis Togo matin également dans les kiosques. Ce matin, pour me répéter un peu compte tenu du nom du journal, gouvernement, un conseil des ministres, 2 leçons, écrit Togo matin, nation, lutte contre le terrorisme, précautionneuse, solution de Fambaré Nachaba. Et puis sport, boycott du championnat, risque de prolongation du mandat du comité de normalisation éditoriale, Assemblée nationale. Et puis Burkina Faso, du souci pour Blaise Compaoré et ses ministres. D'après Togo matin, l'alternative de Ferdinand Mensa a été également dans les kiosques ce matin et écrit économie FMI, un rapport qui pointe du doigt le surendettement du Togo à l'aggravation des déficits budgétaires. Article décoré avec la photo du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, Adi Otet Ayassor. Ouassem, après l'inhumation des victimes, le bras de fer, une marche prévue ce jour à Tablibo, nous apprend l'alternative. Et puis justice, Issa Nabré, rattrapé par ses crimes, les autres dictateurs avertis. Sommaire société, insécurité, inquiétante recrudescence du vol à main armée à Lomé. Chronique politique, un traité de luxe contre la corruption, une plaisanterie des corrompus. Une république qui se déguise à elle-même sans tromper personne. Et puis pour finir, l'alternative écrit football, crash de Lungi 8 ans après une indemnisation aux allures d'une escroquerie. Voilà donc pour ce qui concerne la une des journaux, Union pour la Patrie, alternative Togo matin et libéral dans les kiosques. Ce matin, on retrouve rapidement nos invités. Tchakala Alilou, directeur de publication du journal République, plutôt courrier de la République. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Rodrigue et puis bonjour à toutes et à tous. Et la fête? Non, elle a été, nous avons fêté avec nos amis, et nous avons prié parce que l'année compte 12 mois et si on doit consacrer un seul à notre Créateur, je crois que ça vaut la peine.
Et Dieu merci, et ça s'est passé comme on le voudra. Et bon, on ne peut que fêter avec des amis et prier que Allah nous accorde santé et vie pour que l'année prochaine on puisse aussi nous dévouer à sa cause et glorifier son nom pour longtemps encore. Voilà, et notre second invité, il s'appelle Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Rodrigue et bonjour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous revenons donc rapidement pour attaquer Tchakala depuis quelques jours. C'est la croix et la bannière pour s'approvisionner en carburant les consommateurs ou dirais-je plutôt les usagers de la route ou encore les propriétaires d'engins, que ce soit à 2 ou à 4 roues, sont en difficulté. Oui, nous venons de l'apprendre ce matin et les rumeurs sont devenues maintenant clameurs. Ce que nous redoutions il y a quelques jours quand on a constaté qu'au niveau des stations d'essence, il y avait des attroupements, c'est malheureusement révélé vrai. Les prix ont connu de légères hausses et c'est le premier coup de massue sur la tête des consommateurs togolais. Et le mandat social tant claironné au niveau de certains vient de connaître son premier couac. On ne peut pas comprendre ce qui a prévalu au point qu'aujourd'hui, quand on sait que le prix du baril est à son bas niveau, qu'on augmente chez nous ici, ça vraiment, il va falloir qu'on s'explique à fond, parce que c'est indécent quand même qu'on opte se comporter de la sorte envers le peuple. Il n'y a pas longtemps, ce peuple a accepté reconduire certains dans leur charge. Et c'est au regard de la confiance que le peuple avait en ces gens-là. Oui, le Togo ne produit pas du pétrole, nous a-t-on dit. Mais si on doit augmenter tout ce qui a entouré l'immonde et infeste scène qui a concouru avant qu'on assiste à cette hausse-là, c'est indécent. On ne se comporte pas comme ça avec un peuple qui, ma foi, a quand même droit de regard sur ce qui se passe dans la cité. On ne nous dit rien. On a crié, les gens spéculaient et ce qu'on redoutait est finalement arrivé. C'est triste. Je crois que c'est le premier couac de ce mandat qu'on veut à haute dose sociale. Et quand on sait qu'au niveau des prix des produits pétroliers, quand ça connaît une petite hausse, la suite on la connaît. C'est tous les produits de première nécessité prennent aussi des coûts. Et il faut risquer un petit pas au niveau des marchés de consommation et vous vous rendrez compte que comme une traînée de poudre, les autres produits aussi connaîtront le même sort. Et il faut parler aussi un peu du transport aussi, du transport urbain comme du transport public au niveau de certaines stations gares routières. Et je ne comprends pas, il va falloir quand même que les gens essaient de nous expliquer, les gouvernants essaient de nous expliquer les raisons qui ont sous-tendu cette hausse qui, à mon sens, ne se justifie pas du tout. Voilà, on vous a assez compris puisque la scène, elle est triste. Vous voyez de très longues queues dans les stations d'essence par endroits. Il n'y en a même pas. Et là où on sent un peu un camion citerne débarquer, on voit pratiquement toute une foule immense affluer dans ces stations-là. Alors, comme Tchakala vient de le dire tout à l'heure, Ibrahim, on redoutait ça. Le libéral l'a un tout petit peu annoncé. Je crois que c'est finalement devenu clameur. De la pénurie, on va à la hausse des prix des produits pétroliers. Il faut dire que depuis un certain temps, les compatriotes ont le sentiment que ceux qui les dirigent leur manquent d'égard. Et il faut le dire avec une certaine amertume. Pourquoi nous le disons? Parce que la rareté de ces produits pétroliers, tout récemment, vous avez vu les queues
de longues queues, de longues files d'attente au niveau des stations d'essence pour pouvoir s'approvisionner. Et les gens se disaient que non, peut-être il s'agissait d'un manque de stock au niveau de ces stations d'essence, ce qui fait qu'il y a pénurie, que les gens ne voulaient pas servir. Mais avec l'augmentation à laquelle nous venons d'assister ce matin, on comprend exactement que c'était une rétention. Ils avaient fait ça de façon délibérée pour amener les gens à être devant le fait accompli. Et lorsque vous avez des autorités qui ne communiquent pas, des autorités qui prennent des gens et leurs compatriotes comme des moins que rien, je pense que c'est assez sain que nous allons assister. On met les gens devant le fait accompli. On ne gère pas un pays comme ça. Lorsque vous avez des compatriotes, il faut communiquer. Dites-leur qu'il y aura ceci et ceci. C'est en cela que ces concitoyens verront en vous des autorités légitimes, des autorités sérieuses, des autorités responsables, des autorités qui pensent vraiment au devenir de leurs compatriotes. Ce qui s'est passé aujourd'hui et avec l'augmentation de ces prix ne s'explique pas. Pourquoi je le dis? C'est parce que si vous prenez sur le plan international, le baril n'a pas monté, il n'y a pas eu augmentation des prix au niveau international. Et qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation des prix à la pompe ici? C'est vrai que ce matin, je ne suis pas encore allé au niveau des stations d'essence, donc je ne peux pas tout de suite donner les vrais chiffres. Mais les informations qui nous sont parvenues, nous étions ici quand on nous a appelés, on nous faisait croire que c'est comme ça, il y a eu augmentation sur les prix au niveau de la pompe. Donc tout ceci n'est pas de nature à amener nos compatriotes, les Togolais, tous les citoyens à avoir confiance à leur gouvernement. Pourquoi nous le disons? Parce que quand vous avez des autorités, elles sont censées vous communiquer, vous dire des choses au moins 2 jours, 3 jours avant. Il y aura augmentation des prix sur les produits pétroliers. Et tout le monde sait qu'il y aura ceci. Et donc, le lendemain, quand on vous donne une échéance, vous vous apprêtez et vous attendez cela. Parce que c'est un changement dans votre manière de faire. Tout le monde tire le diable par la queue. Et encore ce matin, les gens vont se lever peut-être avec leurs 1000 francs. Ils s'attendent à faire 1,5 litres dans leur engin. Ou bien ceux qui ont des véhicules vont programmer 5 000 francs pour pouvoir faire leurs courses quotidiennes. Et patatras, ils arrivent. Ils vont arriver ce matin et voir que les 5 000 qui tiennent ne peuvent même pas assurer le besoin en carburant journalier. Vous voyez que ce n'est pas du tout bon. Ça peut créer des frustrations, ça crée même de l'énervement. Sous d'autres choses, ça peut entraîner d'autres choses. Donc, il faudrait que les autorités fassent un effort maintenant de communiquer. Il faut toujours communiquer. C'est la communication qui est l'essence même de la vie de l'homme. Quand vous ne communiquez pas, les gens seront là, chacun est dans un flou total et on navigue à vue. Et ça, ce n'est pas du tout bon. Il faudrait que les autorités revoient leur façon de gérer le pays parce que c'est très important. Oui, il y a quelques jours, Tchakala, le gouvernement était en conseil dans la préfecture de la COSA. Et quelques jours après, comme je l'ai dit, on assiste à cette augmentation. Jusque-là, selon nos informations, est-ce qu'on va dire que le gouvernement n'a pas vu ça arriver? Non, mais c'est ce. Dire que le gouvernement n'a pas vu ça arriver, c'est... Puisqu'on n'en a pas parlé en Conseil des ministres. Mais ce sont les habitudes de la maison. Ce sont les habitudes de la maison. Ça a été toujours comme ça. C'était toujours comme ça. Tout ce que nous disons tout le temps ici, sur ces mêmes plateaux, nous avions plus d'une fois réitéré notre volonté de voir les premiers responsables de ce pays communiquer. Mais ils sont restés de marbre. Ils ne se sentent même pas concernés. Mais là, c'est une abdication totale. On ne peut pas gérer un pays comme ça, en s'engluant dans cette inertie-là. Les lignes ne peuvent pas bouger dans ce sens. Et ça relève d'un mépris, d'un grand mépris à l'endroit de ce peuple qui ne mérite pas ce qu'on est en train de lui imposer. Vous savez, de par le passé, il y a eu des situations malheureuses. J'ai cru que à un certain niveau, on a tiré quand même les enseignements qui s'imposaient, mais je me rends malheureusement compte que c'était pour flouer l'opinion que non, la leçon a été apprise. Sinon, qu'est-ce qui peut justifier cela? Rien. On ne peut pas nous dire qu'on n'était pas au parfum de ce qu'il allait advenir au niveau des stations d'essence. Non, c'était dans un schéma, dans un unique schéma. Et voilà, comme
on se retrouve un petit matin à notre réveil avec ces nouveaux prix-là qui en pleine face. Donc, je me dis que cela relève du mépris, de la méchanceté et d'une certaine navigation à vue que nous avons toujours constaté de la part de nos gouvernants. On fait comme si ce peuple-là ne mérite pas qu'on lui accorde tant d'égards. On fait comme si ce peuple-là, ce peuple hyper pacifique, n'a aucun droit. Ils sont là pour subir et c'est tout. Là, je crois que ce quinquennat, nous avons dit que c'est le quinquennat qui permettra quand même à nos autorités de pouvoir s'imposer, de pouvoir créer cette osmose-là, cette symbiose-là entre elles et le peuple. Mais le premier acte qui vient d'être posé est un acte quand même irrévérencieux, c'est un acte de mépris, c'est un acte qu'on ne saurait justifier, surtout quand les prix au niveau de l'international sont à leur plus bas niveau. Rien ne peut justifier cela. Là, la dernière fois, la ministre du Commerce est sortie nous dire que non, les prix des produits de la brasserie sont de tels. Ça ne nous intéresse pas. Si quelqu'un veut acheter sa bouteille de bière à 1000 francs, ça l'engage. Ce qui nous intéresse, c'est les prix des produits pétroliers. On ne peut rien faire sans cela. Dans le développement auquel nous aspirons, la croissance à laquelle le Togo tient tant. Mais ça ne saurait se réaliser avec cette façon-là de faire. Vous vous réveillez avec déjà des prévisions toutes faites et vous constatez que bon, c'est une autre donne qui survient sur le terrain. C'est méprisant et je crois que les gens doivent s'expliquer. On a droit à cette explication. Qu'est-ce qui a prévalu? Et puis, on a créé cette pénurie artificielle, on n'a pas communiqué. Les gens ont spéculé, mais aujourd'hui, on constate que c'est ça. Non. C'est difficile à supporter. Vous savez, je suis étreint par cette douleur-là d'assister à ça. On vous comprend, mais avant d'aller au niveau des conséquences qui peuvent résulter de cette pénurie suivie d'augmentation de prix de produits pétroliers, aujourd'hui, la situation est là et en termes de pénurie. Au même moment, on assiste à la course-poursuite entre les forces de l'ordre et les vendeurs du fameux boudin. Et ce que les populations ne comprennent pas. Non, ben, au même moment qu'on éprouve des difficultés à trouver tant bien que mal cher le carburant dans les stations, au même moment, ce qui était la politique de proximité pour assurer le ravitaillement ou l'approvisionnement en carburant, c'est la course-poursuite là. Oui, mais il faut dire que le commerce en tout cas de l'essence frélatée, comme on le dit dans notre pays ici, ce n'est pas... D'abord, une question, est-ce que c'est l'essence qui est frélatée ou bien c'est le commerce qui est illicite? Nous disons que c'est de l'essence frélatée parce que ça ne vient pas du circuit normal. Non, mais monsieur Ibrahim, un instant. Oui. L'essence... Est-ce que c'est l'essence? Je reviens avec... Je dis ça ne vient pas... Permettez, est-ce que c'est l'essence, le carburant là, lorsque nous disons... Attendez. Permettez que je pose la question. Oui, Est-ce que c'est le carburant qui est frélaté ou bien c'est le commerce qui est illicite? Le commerce est illicite et par moment le carburant aussi est frélaté. Je m'explique. On les brûle quand on les prend. Un instant. Ce carburant, on n'est jamais à l'aide de ce carburant. Voilà. Ce carburant, mais on dit toujours des faux médicaments, mais ces médicaments servent. Vous savez ça? On y en a qu'on brûle. Vous savez ça, on change un peu le goût. Donc voilà, donc disons que... Non, c'est pour dire que c'est frélaté, moi. Certains vont même jusqu'au niveau des stations d'essence prendre leur carburant, histoire d'ajouter 10 francs, 15 francs là-dessus, parce que même la capitale n'est pas entièrement couverte. Je vais m'expliquer. Quand on dit l'essence frélatée, c'est parce que ça vient d'un circuit qui n'est pas le circuit conventionnel. Le plus souvent, vous savez que depuis le Nigeria, il y a des groupes de bandits qui attaquent les zoologiques, pompent du carburant et les envoient par des circuits aussi de fraude, de contrebande vers le Bénin. Et c'est à ce niveau que les Togolais, ceux qui vendent aussi du boudin, de l'essence, vous ne voulez pas frélater, donc je dis que de l'essence, qui se livrent à ce commerce illicite, vont s'approvisionner. Et quand ils reviennent au pays, il y en a qui sont plus ingénieux. Ils versent soit encore du pétrole dedans pour donner un peu plus de volume, ou bien la façon de stocker ça avec les impuretés, tout ce qui entre dedans, fait
fait que ce carburant n'est plus un carburant de qualité. C'est pourquoi Et là, on parle c'est de carburant frelaté. Bon, maintenant, le commerce est illicite en ce sens que ce n'est pas autorisé. Vous comprenez que pour prendre du carburant, il faut aller dans une station d'essence en un lieu bien précis où il faut s'approvisionner. Donc, c'est ce que je peux dire autour de ce commerce. Bon, maintenant, quand on les confisque, quand on les confisque, on les brûle, comme les drogues. Mais ça, c'est une question qu'il faut poser à monsieur le ministre de la Sécurité et toute la police et la gendarmerie qui se chargent si vous permettez, de traquer. Si vous permettez, il était en conférence de presse quand on lui a posé la question, on discutait donc des opérations en tournoi 1, en tournoi 2. Il a dit quand même qu'il déverse, il y a certains qu'il déverse, ils remettent dans les voitures pour aller traquer. Donc c'est ça, je dis que c'est pas frelaté. Non, je pense bien, mais moi. Non, ça peut. Ce que nous disons est très simple. C'est que le commerce est illicite. Voilà. Et nous tous nous disons que ça expose à de graves dangers. Voilà. Maintenant, au même moment qu'il y a pénurie et qu'on pourchasse ceux-là, est-ce que ça s'explique? Oui, ça s'explique. Quand on dit c'est illicite, c'est que ça ne se fait pas, c'est tout. Et donc, il ne faut pas, c'est pas parce qu'actuellement il y a pénurie qu'on doit encourager ce commerce qui est illicite et qui expose à de graves dangers. Donc, je pense qu'il faut quand même savoir ce que nous recherchons. Il y a eu pénurie. Adressons nos autorités qui doivent passer la commande et au niveau de ces sociétés évitons la piste des carburants frelatés et du commerce illicite de ces carburants. Non, le commerce et les stations d'essence ou bien le commerce des produits pétroliers, vous savez qui dans ce pays détient cela? C'est pas vous, c'est pas moi, c'est des gens quand même qui sont bien incrustés dans l'appareil de décision du pays. Donc c'est ces gens-là qui sont à la manette, c'est ces gens-là qui veulent se faire le maximum de bénéfices sur le dos de la population. C'est des gens-là qui sont en train de créer cette situation-là. C'est des gens insatiables, c'est des gens qui sont au nom de leurs intérêts, sont prêts à tout pour peut-être en finir avec le peuple. Donc, si aujourd'hui cette situation-là est en train de connaître un certain pourrissement, c'est à cause de la gourmandise, c'est à cause de l'insatiabilité, c'est à cause de cette volonté-là de se faire le maximum de profit, de bénéfices au détriment du bien-être de la population. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas chose. Le commerce, là, il y a un circuit au-delà des grandes sociétés de distribution de choses. Chez là, il y a des gens qui sont proches des décideurs qui sont incrustés là-bas, qui prennent des décisions. Et malheureusement, ces décisions n'ont aucun visage humain. Ces décisions n'ont aucun visage qui puisse prédisposer le peuple un jour à dire « Ah, tiens, ces gens-là ont finalement pensé à notre bien-être. » Donc, c'est des gens comme ça qui sont en train d'en finir avec le peuple, avec le bien-être du peuple. C'est comme si le peuple a ce sourire là aux lèvres, ça les indispose. Non, ils sont prêts à tout, même à toutes les compromissions pour créer cette situation qui clochardiserait ce peuple. Sinon, ça ne se justifie pas. Aujourd'hui, que les plus grands économistes nous disent s'il y a un seul motif ou bien une seule raison qui peut justifier cette autre-là. Tous les matins, quand on se réveille, on capte quand même les chaînes internationales. S'il y a des pics de hausse, on le constate et on va dire que tiens, puisque le Togo ne produit pas du pétrole et que nous sommes tributaires de ce qui se passe sur le plan international, là, on doit l'accepter. Mais nulle part, depuis quelque temps déjà, on n'a pas assisté à cette hausse-là. C'est vrai, le carburant qu'on dit frelaté, qu'on n'a jamais déversé quelque part quand on les prend, c'est vrai. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Nous avions toujours émis le vœu quand même qu'on les réorganise. Si c'est porteur de danger parce qu'on les expose à des endroits où il ne faut pas, mais on peut quand même construire des bacs et puis ces gens-là constitueront des acteurs de notre développement, de notre économie. Ils vont payer des impôts, ils vont payer des taxes et là, réglementer ce commerce-là. Mais mener la traque. Nous, on voyage un peu, hein. On va au niveau de notre voisin de l'Est. Le Bénin. Mais il y a des stations d'essence et au même moment, il y a des choses. Mais ça suit des circuits. Chacun fait son chiffre. Chacun fait son chiffre, mais des circuits bien définis. Il y a des bacs appartenant quand même à des particuliers. Ces gens-là paient des impôts. Ces gens-là ne sont pas traqués. Si je veux aller prendre mon carburant à la station, là, je vais. Si je décide d'aller voir ces gens-là aussi, je m'engage. Non,
on ne donne pas cette chance-là à ces petits commerçants-là, qu'on traque comme des malpropres, de prospérer. Et c'est là la triste réalité. Sinon, rien ne justifie cela. Maintenant, les conséquences de cette hausse-là, elle se fera nette dans notre vie. La hausse des frais de transport, tout va. Et les prix des premières nécessités. C'est que c'est toute une chaîne. Donc, à partir du moment où il y a eu augmentation des prix au niveau des produits pétroliers, c'est que la suite, il faut s'attendre à cela. Donc, et puis, ces petites associations corrompues de consommateurs, de défense des consommateurs, ces associations, elles sont où? Elles sont corrompues jusqu'aux os. Selon nos informations, elles vont tenir... Non, arrêtez ça. Ça a été toujours ainsi. Ils lèvent le doigt et on leur jette comme on jetterait des os à des chiens. C'est venu. Et cela arrive, ils s'imposent le silence. Donc, c'est triste. Bon, là, si certains donnent le ton, on va dire que, ils sont des manipulés, ils sont des achetés, alors que cette situation-là qui vient d'avoir lieu prédispose peut-être à certaines situations. On ne le souhaite pas. Mais il appartient aussi aux élus du peuple. Nous ne pouvons pas aller porter notre voix, c'est vrai. Nous, les journalistes, on peut quand même porter des critiques sur des situations qui prévalent dans le pays. Mais les députés, qu'est-ce qu'ils disent? Les élus du peuple, il ne faut pas seulement aller dire que c'est des autorités de fait. La session hier. Mais par rapport à l'urgence de la situation, il y a quand même des sessions extraordinaires qu'on peut convoquer. Et convoquer la ministre pour qu'elle s'explique. Non. Être député, c'est ça, c'est défendre ceux-là qui ont porté le choix sur eux. Nous tous, nous pouvons être dans cet hémicycle, mais si c'est eux qui ont eu cette chance-là d'y aller, quand même qu'ils essaient de défendre quand même le peuple. C'est-à-dire demander des comptes à ceux-là qui gèrent la chose, ça ne veut pas dire être contre le pouvoir. Voilà, très bien. On vous a assez compris, mais Ibrahim, aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que c'est une manière d'orienter les gens de plus en plus vers l'utilisation du gaz butane, puisqu'on parle de plus en plus de réchauffement climatique, on parle de la pollution de l'environnement. Est-ce que c'est aussi une manière de les orienter vers là, ou bien c'est pure coïncidence? Non, je ne le pense pas, puisque les prix au niveau du gaz butane aussi ont flambé. Donc, on fait des choses de façon contradictoire souvent dans ce pays. Vous avez vu, on parle de la protection de l'environnement. On encourage les gens à utiliser le gaz butane pour atténuer la destruction de notre flore et surtout l'abattage anarchique des arbres pour pouvoir fabriquer du charbon et autres. Mais au même moment, on dit aux gens d'aller vers la consommation de ces gaz, l'utilisation de ces gaz butane pour des fins de cuisine, de transport et autres. Vous savez qu'il y a des véhicules aussi qui utilisent ces gaz. Mais on augmente les prix et on se demande au juste ce que les gens veulent. Quand on veut aller vers une option, on se donne les moyens pour pouvoir aller vers ces options. On ne pose plus des actes qui soient en contradiction avec ce que l'on a proclamé. Et c'est pour attirer l'attention du ministre de l'Environnement de tout faire et de voir son collègue du commerce pour que, au niveau du gaz butane, que les prix ne flambent plus, qu'il y ait une politique qui encourage les ménages à s'orienter, à utiliser dorénavant ces gaz butane pour des besoins de cuisine et autres, et éventuellement voir au niveau de l'État comment on peut aller vers la subvention aussi de cette énergie. Parce que vous savez que quand on utilise beaucoup plus le gaz, ça amène les gens à éviter la destruction de notre environnement. Vous savez que pour pouvoir fabriquer du charbon, c'est des arbres qu'on abat de façon anarchique et le plus souvent même c'est des arbres séculaires. Certains même sont prêts à aller détruire même les forêts sacrées pour pouvoir fabriquer du charbon. Et tout ceci, vous savez les conséquences que cela a au point de vue touristique, au point de vue culturel même dans nos milieux. Donc je pense qu'il faut maintenant, quand on veut opter pour quelque chose, il faut se donner les moyens. Il ne faut pas faire, comme on le dit, de l'exhibitionnisme parce que certains pays sont en avant. Nous aussi, nous voulons amorcer le pas. On fait à coup de publicité, de discours ronflants. On veut faire croire aux gens qu'on veut aussi, on veut faire ceci. Or, on n'est pas prêt, on n'est pas disposé, on n'a même pas pris des dispositions pour pouvoir aller vers ces options.
Voilà, oui. Moi, loin de moi toute idée d'encourager l'abattage des arbres, des fins de fabrication de charbon, de bois et tout ça là. Moi, je dis que non. Et on n'a qu'à laisser nos pauvres mamans qui flirtent avec la misère sont obligés, qui flirtent avec la misère, sont obligés d'aller se livrer à ce truc-là. Mais les décideurs, les premiers décideurs au niveau du ministère du Commerce, ce sont eux qui se livrent au commerce, l'exportation du bois et tout ça là. Ce sont eux qui délivrent des licences. Voilà, c'est du folklore. Il y a un dossier au niveau du ministère de l'Environnement. Oui, le 1er juin, on plante, on met sous terre un plan. Et au même moment, on est en train d'activer les tronçonneuses au niveau de certaines forêts. Donc, c'est la triste réalité. Ministère de l'Environnement, non, moi, pour dire les choses telles qu'elles se passent, pour choquer certaines susceptibilités afin qu'ils se remettent en cause. Moi, je dirais que c'est le ministère de la déforestation. C'est des gens qui ont des circuits. C'est des gens, allez-y un peu voir, au niveau de l'ODEF, c'est des gens que si on vous donne la liste là, vous n'allez jamais vous imaginer. C'est des gens qui sont censés mener une politique environnementale saine. Mais ce sont eux qui ont de ces circuits-là, qui déciment nos essences forestières. Donc, franchement, laissez les bonnes femmes aller faire leur charbon et gagner leur pain pour supporter peut-être les familles et attaquez-vous à ces hauts perchés-là qui, sans aucun égard, vont couper nos arbres et tout ça là. Donc, franchement, et puis la politique environnementale, bon, elle n'existe que de nom, hein, parce qu'ailleurs, on crie, c'est ça qui est à la mode. L'environnement, c'est sacré. Mais ici, on fait des choses, au même moment où on veut des choses, on fait leur contraire en même temps. Si on veut que tout le monde recourt à du gaz butane pour sa cuisine et là, garder un peu les choses là, on devrait quand même subventionner. Certainement, vous prenez votre bouteille de gaz là, vous allez sillonner tout le mai. Vous n'allez pas trouver de gaz. Vous êtes obligé de vous rabattre sur le Ghana pour aller peut-être trouver votre bouteille. Donc, moi, je ne comprends pas. Ou soit, vous voulez faire quelque chose et vous rendez la chose disponible à toutes les bourses, ou soit les autres continuent avec le bois et le charbon. C'est ça. Donc, il ne faut pas aller jeter la pierre à ces pauvres dames-là qui, parce qu'étant dans le besoin, sont obligés de faire du charbon pour vendre et puis nourrir leur famille. Les vrais destructeurs de l'environnement, les vrais ennemis de la nature, on les connaît un peu. Voilà, on vous a assez compris. Maintenant, comment faire pour traquer ceux dont il s'agit, ceux qui sont tapis dans l'ombre et qui prennent ces genres de décisions? L'État togolais a vu juste avec l'Assemblée nationale qui a doté le pays d'un arsenal juridique portant création de la haute autorité de convention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées. Bonne chose donc, Ibrahim. Oui, c'est une bonne chose. Et surtout, ce que nous journalistes, vous savez que quand on prend des décisions, on annonce des choses dans le pays et nous ne jubilons pas tout de suite. Pourquoi? Parce que nous sommes habitués aussi à certaines décisions qui ne prennent jamais effet. Et on vous annonce des choses et par la suite, vous vous rendez compte que c'était vraiment des effets d'annonce. Bon, cette fois-ci, on dit qu'on veut créer une autre cour qui va se charger de la corruption et des crimes assimilés. Et vous avez vu, la remarque que j'ai faite, c'est que ça a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce qui voudrait dire que les députés de tous les bords politiques ont voté pour la création de cette haute cour qui va mener une lutte sans merci contre la corruption dans notre pays. Et si le vote a été unanime, c'est parce que les gens ont senti que c'est un phénomène très récurrent dans notre pays. C'est un phénomène qui est en train de gangréner tous les secteurs de la vie sociopolitique de notre pays. Et donc, avec la mise en place de cette institution, ça permettra de freiner tout ce que nous remarquons dans notre pays en termes de corruption. Les rétrocommissions, les surfacturations et autres. Tout ça là, les corrompus et les corrupteurs seront découragés et nous osons croire que c'est vraiment une institution qui va travailler de façon autonome, qui n'aura pas des barrières, disons, artificielles érigées sur sa route. Et aussi, c'est une institution qui va s'occuper de tout ce qu'il y a comme corruption, que certains ne soient pas des gens qui jouissent d'une certaine immunité
les grands corrompus, vous le savez, où ils se trouvent. Donc il faudrait que cette cour arrive aussi à les inquiéter. Si c'est pour venir traquer les petits secrétaires de bureau, les petits comptables des ministères qui ont par moment surfacturé la bouteille de vin, je ne pense pas que cette cour va faire le travail pour lequel vraiment elle a été créée. Il faudrait plutôt s'attaquer aux gros morceaux, ceux qui pillent des milliards, ceux qui pillent l'argent du pays. On envoie des milliards pour développer des projets, pour mettre en place des projets, pour alléger la souffrance des compatriotes, pour donner, disons, un sens à la vie des citoyens dans ce pays. On détourne allègrement ces projets, on détourne de l'argent, on passe à des surfacturations, on dit de construire un pont, on fait une facturation sur plus de 3 ponts et finalement vous voyez qu'on ne construit même pas ces ponts. L'argent est dilapidé comme ça. Des gens se retrouvent dans des bureaux, ils se partagent de l'argent. Ça, je pense qu'il faut vraiment s'attaquer à ce problème. Vous savez que le chef de l'État lui-même, il a fait le constat que la corruption sévit et de façon alarmante dans notre pays. Et donc, si on crée cette cour, je pense qu'on dote notre pays des instruments pour pouvoir traquer ces corrupteurs et aussi faire de telle sorte que tout candidat à la corruption se dise que il y a maintenant une institution qui est créée et que nous devons dorénavant revoir nos comportements si nous ne voulons pas nous exposer à la rigueur de la loi. Vous savez qu'en 2001, Feu Yadema avait créé une commission nationale de lutte contre la corruption et cette commission avait fait un très bon travail. Ça a permis de reprendre des milliards que certains gloutons avaient pris sur le dos du contribuable togolais et ça a permis aussi de traquer certains aussi et d'amener, de punir certaines personnes aussi et ça a fait que ça a découragé à un moment donné. Avec des mailles, ils prenaient les petits poissons. Non mais ils prenaient des gros poissons. Il y a des gros poissons qu'on a pris. Je ne vous apprends rien, il y a des gros poissons qui ont été pris et vous le savez très bien. Bon maintenant c'est que il faudrait que cette cour là qu'on va créer là soit une cour aussi qui soit, comme on le dit, autonome et qui soit dotée d'un moyen vraiment robuste pour pouvoir lutter contre les fraudeurs que nous avons actuellement. Parce que les fraudeurs que nous avons actuellement, c'est des gens qui sont très professionnels, ingénieux et aussi arrogants parce qu'ils se disent qu'ils ont des accointances avec les milieux décisionnels de notre pays et comme quoi on ne peut pas les atteindre, des intouchables. Voilà. Donc je pense qu'il faudrait décourager ces intouchables-là, ces gens qui pillent l'argent du pays. Actuellement, je ne vous apprends rien quand on vous dit qu'il y a des Togolais qui détiennent, des officiels qui détiennent des milliards dans des comptes à l'étranger. Offshore comme des comptes ordinaires, c'est que vous serez vraiment, vous allez tomber à l'inverse parce que quand on cherche 2 milliards pour financer un secteur, on n'en trouve pas. On recourt à des prêts. Or, il y a des nationaux qui ont des milliards qu'ils ont volés. Ce n'est pas qu'ils ont travaillé à la sueur de leurs fonds pour pouvoir les emmagasiner. Ils ont volé l'argent du pays. On les connaît. Ils sont là, ils circulent librement dans ce pays sans être inquiétés. Voilà. Et Tchakala, est-ce que vous avez foi en cette initiative, la haute autorité de convention et de lutte contre la corruption et des infractions assimilées? Non, mais moi je dirais que c'est l'autre invention pour bluffer. Et vous savez, nous courons d'après le Millennium Challenge à compte. Et ces gens-là ont des conditions un peu drastiques. Il faudrait quand même que le pays s'engage à lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Et si c'est parce qu'on est derrière, on court derrière ce Millennium Challenge à compte que on veut créer ces structures-là pour montrer entre griffes notre bonne foi que nous sommes engagés dans la lutte. Je dis que là, il ne faudrait pas que nous trompions nos partenaires. Et il n'y a pas longtemps, il y a certaines structures quand même responsables et fiables qui ont fait leur classement. Et le Togo vraiment est à la traîne en matière de lutte contre la corruption. Le Togo est à la traîne et ça fait mal. Ça fait mal quand même que nous assistions impuissants à cette avancée de la corruption. Quand on parle de corruption, c'est pas nous. Nous cherchons notre petit pain quotidien. Mais ça se chiffre à des milliards. Ibrahim vient de dire quelque chose de très grave. Mais les avoirs
de certains, au niveau de certaines banques à l'international, se chiffre à plusieurs centaines de milliards. Au même moment, on court derrière les centaines de millions que certains partenaires nous avancent et c'est sous le feu des projecteurs et des caméras. Vous savez, aujourd'hui, il va falloir quand même que nous arrêtions de jouer un peu à ce jeu de cache-cache, et nous arrêtons de bluffer les gens parce que tout ce que nous sommes en train de faire n'est pas en point d'une certaine sincérité. On le fait parce qu'on veut être à la mode, mais on ne se donne pas les instruments nécessaires de pouvoir parvenir à nos fins. Quand on veut lutter contre la corruption, je crois qu'à un moment, il va falloir que ce soit bien réfléchi. Cette lutte-là, oui, les gens là qui vont les animer, il y a des gens quand même de grande probité morale, on les connaît. Il y a des gens il y a même notre constitution qui voudrait quand même que la corruption soit éradiquée. Quand on veut quand on nomme un ministre, la déclaration des biens, on en fait quoi? Personne n'a jamais tapé du poing sur la table pour exiger de ceux-là qui exercent. Peut-être que ça va arriver. Ça va arriver quand? Ça va arriver quand? C'est pas fortuit quand cela est inscrit dans notre constitution. Ça veut dire que c'est que ceux-là qui ont eu à rédiger cette constitution-là voudraient quand même que certains se plient à cette exigence élémentaire. Si on ne le fait pas, tout ça là. Et puis, tenez-vous bien, les mailles de cette haute cour de lutte contre la corruption, ça prendrait les alevins et les gros poissons, les requins, les baleines passeraient en travers. Nous sommes au Togo, on se connaît très bien. On se connaît très bien, ça a été toujours ainsi. Ou bien, quelqu'un qui s'adonne à ça, on le prend et on n'a pas les moyens coercitifs pour récupérer tout ce qu'il a détourné. Cette personne va peut-être séjourner pour quelques semaines ou bien quelques mois à la prison et il revient jouir de ce qu'il a pris par devers lui. Donc c'est ça la triste réalité. Si on veut effectivement lutter, ça passe par certaines étapes nécessaires. La déclaration des biens, vous êtes ministre, on connaît votre salaire, on connaît ce que vous gérez. Vous avez peut-être une petite villa, mais on ne dit pas que nos ministres doivent vivre comme des rats d'église. Non, pas du tout. Même pas de façon aussi... ils vivent mieux que même les sultans du Golfe. Des gens, vous les voyez, mais ils n'ont rien envie à ces gens-là, ces multimilliardaires-là qu'on connaît. Et on connaît les activités qu'ils ont menées pour arriver à cela. Notre ministre, on connaît, c'est un sacerdoce. Mais ici... Vous êtes nommé ministre, là, vous commencez déjà par faire des projets. Combien de zéros vont se greffer à votre chiffre ou bien à vos avoirs déjà en banque? C'est ça la triste réalité. C'est vrai, le chef de l'État l'a pensé, mais ceux-là qui viendront à animer cette haute cour de lutte contre la corruption là et des crimes assimilés doivent être des gens de poigne. On doit chercher. Il y a encore des gens quand même qui ont cette hauteur-là par rapport aux biens et aux deniers de l'État. Donc, si on doit le créer, peut-être pour faire plaisir à certains partenaires, ou bien parce qu'on court derrière certains milliards que les Millennium Challenge à compte doit lâcher, là je dis que ce n'est pas sincère. Je veux que cette cour-là joue à fond son rôle et qu'on discipline une certaine galerie. Ces kleptomanes qui sont là, qui pensent qu'ils sont des intouchables parce qu'ils ont des accointances très poussées avec les grands décideurs, là c'est ça. Il faudrait que cette cour-là soit libre, soit indépendante et qu'on lui donne toute la latitude d'agir. Le chef de l'État a eu à dire quelque chose, que il y a une minorité qui s'accapare de tous les biens. Mais le chef de l'État est conscient de cette situation. Mais il appartenait à certains de matérialiser par des actes ce que le chef de l'État dit. Mais les gens ont pris ça comme une certaine raillerie. Mais l'Assemblée nationale ne s'est pas servie de ça. La Cour des comptes ne s'est pas servie de ça. Les députés même de l'opposition qui sont alertes à crier ne se sont même pas servis de ça pour livrer un combat implacable contre ce phénomène. Mais vous voulez que le chef de l'État fasse quoi? C'est triste. Triste. Voilà, Ibrahim. Oui, peut-être pour ajouter quelque chose, si vous permettez, à la suite de ce que M. Tchakala venait de dire, c'est qu'il y a eu l'étape de constat, comme il le dit, le chef de l'État a constaté qu'il y a la corruption dans notre pays. Mais il y a eu aussi des actions qui ont été menées. J'en veux pour preuve la création de l'OTR qui a freiné un tant soit peu le détournement et la gabégie
qui se passaient au niveau des impôts et de la douane. Il y a eu aussi au niveau de la passation des marchés. Vous savez que c'est là où il y a vraiment de grosses surfacturations. Il y a l'autorité de réglementation des marchés publics qui a fait aussi un très bon travail. Sauf ça a permis de traquer le rapport 2012. Du plomb dans les ailes. Oui, ça a du plomb dans les ailes. C'est parce que vous savez que quand vous prenez des sociétés de BTP, vous voyez derrière ces sociétés de BTP des grands intouchables qui sont des parrains. Est-ce que cela ne remet pas en cause le fonctionnement de cette haute autorité de convention de lutte contre la corruption des infractions assimilées très proches? Mais c'est ce que nous disons. Donc maintenant, il va falloir que lorsqu'on va créer cette haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption, que le chef de l'État lui-même donne la garantie que cette cour va travailler de façon autonome, sans être influencé par ces malins-là qui se disent être des amis personnels de qui, et d'œuvrer pour l'enracinement et le maintien de quelqu'un au pouvoir. C'est des malins, c'est des artifices qui développent. Vous allez voir des gens détourner des milliards et après tout, quand on commence par les inquiéter, ils vont commencer par crier sur tous les toits qu'ils ont utilisé cet argent pour faire quoi, pour soigner l'image de qui, pour faire quoi. C'est des malins, c'est des menteurs, c'est des gens qui ne font rien même pour la promotion même de leur, en tout cas, de leur cercle d'appartenance. Ils ne le font pas. Ils vont mettre cet argent de côté dans des banques occidentales et c'est de l'argent qu'on dépose comme ça, qu'on thésaurise et on n'arrive même pas à utiliser ça pour faire avancer. Et puis ce qui est un peu choquant, oui. Je vais vous donner un exemple. Il y a un compatriote qui avait beaucoup d'argent aux États-Unis. Nous avons eu les informations. C'est les Togolais de la diaspora qui nous ont alertés. Mais quand il y a eu le phénomène de fluctuation au niveau des États-Unis, le compatriote a perdu plus de 30 milliards. Mais il s'est tué. Il peut que se taire. Vous voyez comment on dilapide l'argent du pays? Parce qu'il n'a pas souffert avant de Oui, l'avoir. et il y a un autre phénomène que je vais un peu dénoncer ici, c'est la complicité très active de ces partenaires au développement qui financent à coups de milliards certains projets, mais ces projets n'ont jamais eu cette chance-là de prospérer ou bien de prendre corps. Mais ils viennent, je ne sais pas s'ils ont des pourcentages qu'ils prennent sur tout ce qu'ils avancent, tout m'a l'air, mais vous financez quelque chose. Il y a un projet qui vous a été soumis, vous le financez. Ce projet n'a jamais eu cette chance-là de prendre corps, mais vous ne le dénoncez pas. Là, c'est l'autre. Des fois, ils le dénoncent. Ils disent que c'est bon, le projet est en route, sauf qu'il y a quelques insuffisances à corriger. Et puis ça, non, c'est toujours la même rhétorique. Oui, c'est les termes diplomatiques. On pioche des gens, des malfamés, de foutriqués quelque part qu'on essaie d'habiller en veste noire qui viennent ici, qui nous servent des fadaises que non, ça va, le projet, il reste telle chose à régler. Entre-temps, est-ce que la corruption ne serait pas passée par... c'est l'essentiel. Ce qu'il faut régler, c'est l'essentiel. Le plus souvent, c'est l'essentiel. Ce qu'il faut régler. Et voilà. Mais on dit que non, bon, ça va venir, que tout a été fait parce que, entre-temps, les bureaucrates se sont retrouvés, ils ont fait des séminaires, ils ont pillé de l'argent, ils ont pris des perdièmes vraiment exorbitants et au finish maintenant, ceux pour qui le projet a été initié et ils ne trouvent pas leur compte. Ils restent dans leur misère, ça n'évolue pas. Ou bien on prend des caméras, on filme des gens. Si je prends un secteur par exemple, on dit qu'on a donné des semences aux gens, les gens sortent, on applaudit, on filme les gens, on se dit que non, ce secteur se porte bien. Alors qu'il y a des choses qu'il faut faire. On dit d'aménager des bas-fonds, on dit de construire des magasins, on dit de faire ceci. Les gens ne le font pas. Et après, tu peux venir crier qu'ils sont choses. À la moindre incartade, ils font entendre les bruits de boîte, comme quoi, parce qu'ils sont en train de gérer. On ne gère pas avec les bruits de boîte. On gère avec la tête, avec l'intelligence et avec la rigueur. Au même moment, on prend quelques roues, on distribue à quelques 5 personnes, on filme et puis on fait le développement à la base. En tout cas, comprenez tout simplement que nous sommes en train nous le disons au nom de l'appel qui nous est lancé, Togolais, viens, bâtissons la cité. La question est de savoir ce que toi aussi tu fais pour bâtir ta cité. Est-ce que c'est en prenant les milliards du pays pour aller enfermer dans des comptes offshore que tu participes à la construction de ton pays, ou en faisant prendre ou en participant à la prise de décision qui affame la majorité du peuple, que tu construis ton pays? La question reste posée. Bien de choses donc à vous toutes et à vous tous. Nous disons merci à nos invités. Tchakala Alilou, directeur de publication du journal Courrier de la République, et puis Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a
accompagner. Retenez que dans cette vie, si vous faites le bien, vous le faites pour vous. Si vous faites le mal, c'est pour vous également que vous le faites. Et par conséquent, faites du bien pour que vos derniers jours vous soient radieux sur la terre. Bonne journée. Bonjour à M. Sir Adomayakor.